Bonjour Karine Chabazian. Bonjour Marion. Nous allons faire un petit entretien informel où il sera question naturellement d'Arménie, mais aussi de neurologie, votre spécialité. Vous connaissez sûrement le comédien Albert Dupontel, qui est quelqu'un de très très drôle, qui vient de remporter beaucoup de prix de César pour son dernier film. Albert Dupontel, fils de médecin, voulait être médecin et il a fait des études et en 4e année, il se retrouve dans un stage de neurochirurgie et il décide de tout plaquer. J'en déduis que c'est une discipline qui doit être extrêmement difficile, exigeante. J'aimerais que vous nous fassiez un tableau des neurosciences, de l'état actuel des recherches d'un domaine absolument passionnant. Je sais que vous êtes professeur dans une des toutes premières universités du monde, d'après le classement de Shanghai, qui est l'université Paris-Saclay. Je crois qu'il y a environ 2500 enseignants-chercheurs en neurosciences en France. Donc c'est un domaine en pleine extension. Pouvez-vous me dire 2 mots de l'état des lieux en France? Oui. En fait, je suis une neurologue et praticienne hospitalier à Paris-Saclay depuis maintenant 12 ans. Et depuis 20 ans, j'exerce en France en tant que neurologue. J'étais neurologue au pays, j'ai refait mes études en fait en France. Et qu'est-ce que c'est la médecine en général, neurologie en particulier? Donc c'est avant tout, c'est l'humanité, tout simplement, c'est égal. Être médecin, il faut être humain. Impossible exercer, impossible en fait s'occuper d'une personne malade si humainement on ne comprend pas ses souffrances. Avant toute chose, avant en fait examiner, avant faire des examens complémentaires ou un diagnostic et par la suite un traitement, il faut déjà comprendre ses souffrances. Neurologie, je dis plus particulier parce que la neurologie, on comprend tout d'abord le cerveau, et le cerveau qui dirige tout notre corps physique. En France, je remercie la France parce que j'ai eu l'occasion de reprendre mon métier, mon vocation. Ce n'était pas facile. Venant d'un pays hors Union européenne, donc les diplômes, il faut recommencer tout. Mais j'ai eu l'occasion, j'ai eu les possibilités, je l'ai fait. Je travaille dans un hôpital en fait avec des collègues et tous les jours le travail est enrichissant. Il y a des hôpitaux et des cliniques. Travailler dans un hôpital universitaire, c'est aussi avant tout des formations. Être formé à la pointe des progrès de la médecine. Et ceci est en plein essor, j'imagine, à cause peut-être du vieillissement de la population ou parce que les gens veulent moins souffrir. Quel est l'enjeu actuel? Oui, c'est complètement naturel, normal que les gens ne souhaitent pas souffrir. Et la souffrance, ce n'est pas une fatalité. La population vieillit, donc les pathologies chroniques, nous aurons plus en plus, certainement, comme y compris des pathologies neurologiques chroniques, comme maladie d'Alzheimer, comme maladie de Parkinson, les pathologies neurovasculaires, les AVC, parce que ce sont des... D'ailleurs, c'est ma surspécialité, on va dire. Je suis en fait spécialiste neurovasculaire. C'est l'un des problèmes de santé publique majeurs des AVC, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque en France, comme en Europe, comme partout dans le monde entier. Et ces pathologies que nous allons voir rencontrer plus en plus. Donc la prise en charge qui consiste d'abord préventive, une prise en charge préventive, prévention, pour éviter survenue de ces maladies et par la suite, bien sûr, quand la maladie est là, il faut savoir le bien prendre en charge et traiter. Merci. Nous allons maintenant parler du pays. Alors, vous avez fait de nombreux séjours en Arménie. Surtout, là, on va parler précisément depuis la guerre des 44 jours, où vous êtes rendu à 3 reprises à Yerevan, dans les hôpitaux, pour voir s'il y a des progrès qui ont été faits dans la manière de soigner les gens. Parce que je crois que vous épaulez certains confrères là-bas. Est-ce qu'il y a chez les patients militaires
et peut-être civile, je ne sais pas, vous allez nous le dire, des progrès dans la rééducation. Vous avez pu voir ça déjà sur 6 mois. Donc depuis la guerre, en fait, la guerre n'était pas finie quand la première fois je me suis rendue, en fait, pour pouvoir se rendre utile, tout simplement. Et par la suite, j'ai fait 2 autres missions, en groupe. Oui, nous avons constaté des changements et des progrès, heureusement, bien entendu. Alors, quoi dire? Les blessés, ce sont des héros. Les médecins arméniens, ce sont des héros également. Surtout qui étaient un premier front, en fait, tout simplement front, et qui ont donné de tout avec des moyens vraiment très modestes pour pouvoir sauver plus de vies possibles. La rééducation, malheureusement, nous avons constaté très vite que la rééducation, c'est, on va dire, le point faible, c'est le talon d'Achille de santé, en fait, organisation de santé publique en Arménie. La rééducation qui comprend plusieurs volets. D'abord, c'est la rééducation, réadaptation et par la suite réinsertion globale qui comprend familiale, sociale, professionnelle et sur un niveau qui nécessite vraiment des interventions, des aides et aussi des réformes. Qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'il y a beaucoup de structures de rééducation, surtout dans les grandes villes comme Erevan. Il y a aussi à Gyumri, en fait, dans les autres villes. Les méthodes sont différentes. En fait, l'enseignement des rééducateurs et la formation est différente. Donc, il est largement le temps qu'on revoie tout ça, car ces gens blessés qui sont comptés, parler des milliers blessés, en fait, handicapés, et qui ont l'âge ce sont des adolescents, des jeunes enfants presque de 17, 18, 19 ou 20 ans, et toute leur vie est devant eux. Donc l'Arménie, l'organisation de santé, doit trop vite comprendre que 2 fois 23 jours par an de rééducation est complètement sous-dimensionné par rapport aux besoins. Donc ça, c'est avec l'aide de l'APHP, ces séjours que vous faites actuellement. Les 2 missions étaient organisées par l'APHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris. Ce sont été des missions en fait surtout chirurgicales. J'ai participé, il y a eu plusieurs missions, j'ai participé celle de janvier, que j'étais avec un groupe de chirurgiens, purement chirurgiens, orthopédiques, plasticiens. Le chef de groupe était chirurgien, en fait, Levon Kachatelian, qui est chirurgien cardiaque. Et pour le mois de mars, donc, j'ai tout simplement insisté que, en tant que spécialiste neurorééducation, je ne servirai pas à grand-chose si je ne ramène pas une équipe avec moi. Et le mois de mars, ils nous ont accepté que je pars avec une partie de mon équipe qui était en fait composée de l'ergothérapeute, kinésithérapeute et orthophoniste. Votre prochain rendez-vous là-bas? Probablement en mai. Peut-être ça sera plus dans le cadre d'APHP, mais nous n'allons pas rater ce rendez-vous. Nous allons se rendre quand même. Nous parlerons tout à l'heure de Santé Arménie, qui est aussi un partenaire indispensable dans cette aide humanitaire. Justement, prochaine mission, très probablement, ça sera dans le cadre de Santé Arménie. Très bien. J'aimerais maintenant changer de sujet et vous parler d'éthique. Dans un conflit, il y a toujours un agresseur, un agressé. Le médecin va soigner l'agressé avec énormément d'amour, de sympathie, d'empathie, de patience. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose, un lien qui se crée, qui est au-dessus même de la technique, du geste médical. Mais je voudrais réfléchir avec vous à quelque chose qui me pose problème, c'est l'agresseur. Je prends cette histoire épouvantable de l'attentat terroriste de Nice il y a 6 mois à la basilique Notre-Dame, où un terroriste islamiste a tué 3 personnes, un sacristain et 2 femmes qu'il a égorgées, des femmes qui venaient tout simplement à l'église pour prier, aucune provocation, rien, elles venaient là, ce sont des martyrs de la foi, on peut dire. Bon, ça, c'est quelque chose d'absolument innommable. Mais
après, nous spectateurs, on voit la chasse à l'homme, on va traquer ce Tunisien qui va être abattu par la police municipale, abattu mais pas tué. Il recevra 11 balles dans le corps. Il va falloir le soigner. En plus, il était porteur du Covid, ce qui n'arrange rien. Alors, voilà la question, moi, qui m'interpelle. Il y a le serment d'Hippocrate, on doit soigner tout le monde. Mais il y a aussi la loi du talion. Et la loi du talion est quelque chose qui a évolué dans les époques lointaines, du Pentateuque jusqu'à l'Évangile. Dans l'islam aussi, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Comment on fait quand on est médecin? Est-ce qu'on a la possibilité de refuser, de dire non, je ne soignerai pas ce salopard? Et puis, le soigner, comment le soigner? Moi, je me dis, ce type-là a fait des horreurs. Est-ce que je vais lui donner la même dose de sédatif qu'à un malade normal? Est-ce que je ne vais pas, moi, le faire souffrir? Je ne suis pas médecin, je dis un peu n'importe quoi, c'est une réaction d'un spectateur à chaud, comme ça, qui assiste à ce carnage. Et à quoi bon le soigner? C'est-à-dire, il faut le soigner pour le faire parler, pour l'accuser, le condamner, et puis après, le mettre en prison, ça va coûter très très cher. On va le rééduquer pour qu'il se serve à nouveau de sa main pour reprendre un jour ou l'autre un poignard, parce qu'on sait très bien que la récidive est quasiment constante dans ses faits. Alors, je ne comprends pas, je ne pourrais pas être à votre place. Je sais que vous avez vécu des situations comme dans des pays en guerre. Comment faites-vous pour soigner un type comme ça? Le médecin doit pouvoir se déconnecter de son entourage, du contexte, pour exercer son métier. En tant qu'Arménien, si j'étais sur une bataille de guerre en tant que médecin pour aider, par exemple, un blessé turc qui, quelques secondes avant, venait de tuer peut-être un Arménien devant mes yeux, est-ce que j'ai droit de refuser le soigner? Est-ce que j'ai droit d'accepter le soigner? Le médecin ne doit pas rentrer dans les jugements pendant son exercice. Ici à l'hôpital, nous avons des prisonniers de Fresnes qui sont amenés ici parce qu'ils font des pathologies neurologiques, des AVC souvent, ou suspicion d'AVC. Alors, c'est une personne malade, blessée, un patient qui a besoin qu'un médecin ou plusieurs médecins s'occupent de lui. Je pense que le jugement des actes de la personne, ce n'est pas l'affaire des médecins. C'est-à-dire c'est plutôt quelque chose de mécanique, c'est comme si j'amène une voiture qui est cassée, on va changer l'alternateur, les bougies et machin. Vous ne mettez pas d'affect dans ces gestes? Alors, il n'est pas, ça sera vraiment irréel que je vous dise le médecin n'a pas d'affect pendant qu'il soigne. Non, ça sera irréel, nous ne sommes pas des robots, heureusement. Mais en fait, quel est tout simplement notre rôle? Pourquoi en tant que médecin, ou d'ailleurs les paramédicaux, les infirmières, on parle des médecins mais surtout aussi les infirmières, pourquoi pourquoi en fait, pourquoi nous existons? Pourquoi il y a ce métier médecin? Pouvoir apporter une aide en surmontant de toutes les circonstances, sortir de tout contexte et pouvoir faire le travail que nous jugeons nécessaire, en fait, l'aide que nous jugeons nécessaire à apporter pour préserver la santé de la personne qui on s'en occupe en fait. Imaginez si tous les médecins, nous avons nos familles, nous avons nos problèmes personnels également. Si nous avons, en fait, on peut être soit très préoccupé par nos problèmes parfois aussi graves et qu'à cause de ça, nous ne pouvons pas faire réaliser notre travail correctement. Donc ça, je pense que c'est une capacité qu'avec des années, on arrive à se procurer
avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience. C'est pas évident. C'est pas évident. On travaille avec des émotions, mais nous n'avons pas droit ni aimer, ni avoir la haine contre le malade pour qui nous sommes à son chevet pour s'en occuper. Donc. Non, c'est pas évident. Pardonnez cette question qui est... Ce n'est pas évident, bien sûr que ce n'est pas évident, et on reste des humains. On ne peut pas tout à coup devenir des robots complètement déconnectés de toute la réalité. Mais je pense que pour pouvoir vraiment apporter l'aide nécessaire, on va dire nécessaire et optimale à nos patients, à cette patient devient juste un patient devant nos yeux, à un moment donné en fait, ce moment-là. Par la suite, comme tout le monde, bien sûr, si c'est un ennemi, ça reste un ennemi, si c'est une amie, donc c'est autre relation que nous avons. Mais c'est pas évident, et il le faut. Merci beaucoup de cette réponse très émouvante, je trouve. On va parler un tout petit peu du Covid. On lit ici et là que des patients atteints du Covid auraient des séquelles neurologiques, même 6 mois après. Quel est votre avis là-dessus? Oui, malheureusement, ce fameux virus peut laisser également comme des complications, d'ailleurs, comme des atteintes neurologiques et du système neurologique central et périphérique. Nous avons vu déjà des patients atteints d'AVC post-Covid, ou le moment de Covid, diagnostic de Covid, soit nous avons découvert ce virus, en fait, cette infection chez le malade qui était déjà hospitalisé. Je pense qu'il y a déjà des études en cours et il y aura des études un peu scientifiques pour pouvoir bien classer, bien structurer toutes ces complications potentielles possibles afin de mieux prendre en charge. Heureusement, les vaccinations sont de plus en plus. D'ailleurs, chez nous à l'hôpital, il y a plus que 57% du personnel est déjà vacciné. C'est important. Parce que c'est comme la médecine est notre quotidien, le Covid est actuellement notre quotidien. Chère Karine, je vois dans votre bureau un portrait dédicacé de Charles Aznavour à côté de 2 cerveaux. Alors, Charles Aznavour. C'est notre fierté nationale. Il va rester notre fierté nationale et un présent. Nous n'arrivons pas à parler d'Aznavour un passé. Et quand je dis nationale, arménienne, mais aussi française, Bien, je pense. Bien entendu. Un mot sur Santé Arménie, et puis on va laisser sur le générique les coordonnées, parce que c'est important de faire des dons qui sont défiscalisés, c'est-à-dire que si on donne 30 €, un reçu fiscal vous sera délivré, et ça ne vous coûtera que 10 €. Un mot sur cette association? Oui, grâce à Santé Arménie, nous avons réussi, j'ose dire réussir parce que c'est presque finalisé, un projet qui est très important pour nos blessés, les gens blessés. En fait, nous allons les offrir un plateau technique de rééducation à l'hôpital militaire. Malheureusement, l'hôpital militaire, c'est l'un des hôpitaux pauvres et qu'il n'y avait pas de service de rééducation et on ne parle même pas de plateau technique. Donc, grâce à Santé Arménie, le projet est finalisé, élaboré, finalisé et les travaux sont en cours. Donc cet hôpital va avoir ce plateau technique et les patients hospitalisés, mais également par la suite des patients en ambulatoire qui peuvent s'en servir. Nous avons d'autres projets également ambulatoires avec Santé Arménie. Ça concerne toujours la rééducation, réadaptation. La rééducation n'est pas terminée dans le temps. La chirurgie est terminée dans le temps, on peut opérer 1, 2, 3 fois ou même plusieurs X fois autant qu'il faut, mais à un moment donné, ça se termine. La rééducation de ce type de malades, ce type de blessés qui sont très complexes, multi-organiques, pathologiques, polyorganiques, c'est une affaire de plusieurs années. Donc ces malades ne peuvent pas rester à l'hôpital
indéterminée et le coût est considérable, le coût financier est considérable et de toute façon, c'est ni logique ni possible. Donc il faudra penser, créer des structures de rééducation ambulatoire, afin que ces blessés vivant chez eux, à domicile, puissent, plusieurs fois par semaine, venir dans le centre, recevoir des soins nécessaires en rééducation et aussi en réadaptation, et retourner à domicile. Donc c'est un projet qui est assez, en fait, un projet considérable pour moi, très répondant aux besoins actuels du pays, que nous sommes en train d'élaborer avec un groupe de travail de rééducation dans le cadre de Santé Arménie. Merci infiniment. Merci à vous.